On s'est toutes et tous déjà retrouvés à ce carrefour, non? Ce moment où on regarde son job et on se dit «Et si?» Hmm, Cette envie de changer de voie, de se réinventer, mais freinée net par une peur assez paralysante. La peur de tout perdre, en fait. Exactement. Perdre son emploi, son salaire, sa sécurité. C'est le dilemme classique, le grand saut dans le vide qui en effraie plus d'un. Et qui, du coup, empêche beaucoup de mobilité professionnelle. Eh bien, il semble qu'une solution a émergé en France depuis début 2026, un tout nouveau dispositif qui change complètement les règles du jeu. Oui, on peut le dire. Pour notre analyse aujourd'hui, on a vraiment plongé dans plusieurs documents. D'abord, le guide de formation officiel, celui qui est destiné aux conseillers en insertion professionnelle. C'est notre source principale, la plus détaillée. Mais on a aussi regardé les premiers articles de presse économique pour voir l'impact et même le rapport parlementaire qui a préparé tout ça. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer ce mécanisme, le CDD de reconversion, de voir comment il fonctionne, pour qui, et s'il est vraiment la révolution annoncée. En somme, comprendre comment on peut désormais changer de vie pro sans faire le grand saut. C'est exactement l'angle d'attaque de tous ces documents. Ils partent du constat que le principal obstacle, ce n'est pas le manque d'envie, Non, c'est la peur du risque. c'est la gestion du risque. Toute la construction du dispositif vise à transformer une décision à haut potentiel de précarité en un parcours qui est balisé et surtout sécurisé. D'accord. Alors, décomposons ça. Commençons par le changement fondamental avant 2026. Si on voulait se reconvertir, les options étaient assez radicales. Bah oui, Soit on démissionnait, et là, on croisait les doigts pour ses droits au chômage, soit on tentait une rupture conventionnelle. ce qui n'est jamais garanti. Ça dépend beaucoup du bon vouloir de l'employeur. Dans tous les cas, c'était une rupture. Une rupture nette. Le changement de paradigme est total. Le mot-clé, ce n'est plus rupture, mais suspension. Suspension. Voilà. Le contrat de travail initial, celui avec l'employeur d'origine, il n'est plus rompu. Il est, comme le dit le guide de formation, mis en sommeil. Mis en sommeil. J'aime bien l'image. Juridiquement, c'est une suspension de contrat. C'est un statut qui existe déjà, pour un congé sabbatique, un congé parental. D'accord. La grande différence, c'est que la finalité ici, c'est une reconversion active, qui est encadrée et professionnalisante. On ne met pas son travail en pause pour voyager, mais pour en apprendre un nouveau. L'idée d'une mise en sommeil du contrat, psychologiquement, c'est très très fort. Absolument. Et le guide pour les conseillers insiste beaucoup là-dessus. Il utilise une image qui est très parlante. Ah oui? Pour décrire cette transformation, il dit que le salarié passe du statut de sauteur dans le vide, À celui d'explorateur sécurisé. Oui, je l'ai noté, j'adore cette formule. c'est très bien trouvé. Explorateur sécurisé, ça résume parfaitement l'impact psychologique, je trouve. On ne saute plus d'une falaise en espérant que le parachute s'ouvre. Non, On explore un nouveau territoire avec un GPS et surtout une ligne de vie qui nous rattache au camp de base. Ça neutralise le frein numéro 1, la peur de se tromper. la peur de se retrouver sans rien, c'est ça. En supprimant cette notion de point de non-retour, on libère une capacité à oser. Hmm, Le dispositif reconnaît que la reconversion, c'est un processus, une exploration. Et par définition, ça comporte une part d'incertitude. bien sûr. Et au lieu de faire porter cette incertitude uniquement sur les épaules du salarié, eh bien, le système la structure et la mutualise. Pour que ce soit moins abstrait, prenons un cas concret. Imaginons une certaine Sophie, assistante de direction, très efficace, mais qui rêve depuis des années de devenir développeuse web. D'accord. Comment ce statut d'exploratrice sécurisée s'organiserait pour elle? J'imagine que ce n'est pas juste une poignée de main avec son manager. Non, non, c'est très formalisé. C'est ce qui fait la solidité du truc. Le mécanisme repose sur une relation tripartite. Tripartite. Oui, une sorte de pacte à trois, entre le salarié, donc notre Sophie, son employeur d'origine et ce qu'on appelle l'entreprise d'accueil. L'entreprise d'accueil, ça peut être... Ça peut être la start-up tech où elle va apprendre le code, ou même directement l'organisme de formation. Et le tout est scellé par deux piliers contractuels qui fonctionnent ensemble. deux contrats en même temps. Ça a l'air un peu complexe, non? C'est en fait ce qui crée la sécurité. Le premier pilier, c'est un avenant de suspension. D'accord. Sophie le signe avec sa boîte d'origine. C'est ce document qui officialise la mise en sommeil de son CDI. Il fixe la durée de son absence, qui doit correspondre à la durée de sa formation. Et surtout, Et il précise les modalités du retour. voilà, noir sur blanc. C'est sa garantie, son filet de sécurité. Ok, ça c'est pour le lien avec son ancienne vie. Et pour la nouvelle? Pour la nouvelle, c'est le deuxième pilier, le CDD de reconversion.
C'est un contrat à durée déterminée très spécifique. Spécifique comment? Sa particularité, et c'est crucial, c'est qu'il est obligatoirement lié à une montée en compétences, à une formation qui donne une certification. Ce n'est pas un CDD classique pour remplacer quelqu'un. Non, c'est un contrat pour apprendre. L'objet même du contrat, c'est d'apprendre un nouveau métier. D'accord, donc on a 2 contrats qui protègent légalement. Mais pendant que Sophie jongle avec son avenant et son CDD de reconversion, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Ah, je vois venir. Qui paye les factures à la fin du mois? La question est centrale et le dispositif y répond clairement. La rémunération est prise en charge par l'entreprise d'accueil, la start-up tech dans votre exemple. Et sur quelle base? Généralement sur la base de la grille salariale du poste de développeuse junior qu'elle occupe. D'accord. Et si le parcours était très axé sur la formation théorique, en centre, sans être en entreprise, des fonds mutualisés prendraient le relais. Un peu sur le modèle de ce qui existe déjà avec Transition Pro. Le principe, donc, c'est la continuité des revenus. C'est intangible. Le salarié ne doit pas subir de perte de revenus. C'est le cœur du réacteur, en fait. C'est ce qui rend le projet viable pour la plupart des gens. Ce qui m'amène à la fonctionnalité qui, je pense, est la plus révolutionnaire. Le filet de sécurité. Le fameux filet de sécurité. Que se passe-t-il si, justement, le projet de Sophie échoue? Si au bout de 6 mois, elle se rend compte qu'elle déteste le code ou que la formation est beaucoup trop dure? C'est l'argument phare du dispositif. C'est ce que les documents appellent le droit à l'erreur institutionnalisé. Un droit à l'erreur. Et la réponse est simple, sans aucune ambiguïté. Son retour dans l'entreprise d'origine est automatique et inconditionnel à la fin de son CDD de reconversion. Automatique et inconditionnel. L'avenant de suspension signé au départ prend alors tout son sens. Ce n'est pas une possibilité de revenir, c'est une obligation légale pour l'employeur d'origine de la réintégrer. Inconditionnel, vraiment. Il n'y a pas de petite ligne. L'échec peut venir d'elle, finalement, je n'aime pas ça, ou de l'entreprise d'accueil, on ne peut pas vous garder. La garantie fonctionne dans les 2 cas. Oui, et le rapport parlementaire est très clair là-dessus. Pour éviter tout flux juridique, la garantie couvre tous les scénarios. Tous. Si Sophie se rend compte que le métier ne lui convient pas, si la formation est trop complexe, ou, cas de figure très important, si l'entreprise d'accueil, malgré sa bonne volonté, n'est finalement pas en mesure de lui proposer un CDI. Ah oui, ça peut arriver. Dans tous ces cas, le plan B s'active d'office. Son ancien employeur doit la reprendre. Et quand on dit la reprendre, elle retrouve son ancien bureau, son ancien poste d'assistante de direction, son même salaire? Alors, la loi est précise. L'employeur doit lui proposer un poste équivalent, avec une rémunération qui ne peut être inférieure à celle qu'elle avait avant. Pas de déclassement possible. Non. Et il y a un autre détail crucial qui est mentionné, l'ancienneté. Ah, l'ancienneté. La période passée par Sophie en CDD de reconversion est dans la plupart des cas prise en compte dans le calcul de son ancienneté dans l'entreprise d'origine. C'est technique, mais c'est fondamental. C'est énorme, ça protège ses droits pour l'avenir, la retraite, les primes ou en cas de futur licenciement économique. En clair, elle n'a rien perdu en essayant. D'accord, le système semble incroyablement sécurisant. Presque trop beau pour être vrai. Quel est le verrou, la contrepartie? Bien sûr. Je ne peux pas simplement utiliser ce dispositif pour aller tester un an le métier de fleuriste, juste pour voir, aux frais de la collectivité, en bloquant mon poste, si... Non. Et c'est là qu'intervient la condition non négociable, celle qui structure tout le dispositif. Laquelle? Le projet de reconversion doit obligatoirement viser l'obtention d'une certification reconnue par l'État. Ah, d'accord. Ce n'est pas un simple stage découverte amélioré. C'est un parcours de professionnalisation formalisé. Le but n'est pas juste de tester un métier, mais bien d'apprendre un métier, avec une validation officielle à la clé. C'est l'exigence de sérieux, en fait. Exactement. Donc, pour notre Sophie, il ne suffirait pas qu'elle aille coder dans une start-up, il faudrait qu'elle soit inscrite en parallèle à un parcours qui lui délivre un diplôme ou un titre reconnu. Précisément. Et le champ des certifications éligibles est assez large. Le guide liste les options principales. Comme? Un titre professionnel inscrit au RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles. Ce serait le cas pour un titre de développeur web. Ça peut aussi être un diplôme d'État, du CAP au master. Ok. Une autre voie, c'est le CQP, le certificat de qualification professionnelle. Et une application intéressante, c'est pour la VAE. La validation des acquis de l'expérience. Oui. Le CDD pourrait alors servir de période de mise en pratique pour valider les blocs de compétences qui manqueraient à un candidat. Le message est clair, transit. On sécurise le parcours, mais en échange d'un engagement réel dans une démarche qualifiante. C'est l'équilibre du système. Une flexibilité et une sécurité sans précédent.
en échange d'une véritable ambition. Alors, si on prend un peu de recul, regardons le tableau d'ensemble. On parle souvent de dispositifs gagnant-gagnant. Est-ce que c'est vraiment le cas ici? Qui sont les vrais bénéficiaires de ce trio? La salariée, la boîte d'origine et la boîte d'accueil. Alors, pour le salarié comme Sophie, le gain est évident. Risque financier quasiment nul, protection sociale maintenue, et au final, soit elle a un nouveau métier, soit elle est revenue à son ancien poste sans rien perdre. C'est la promesse tenue du changement de vie sans le saut dans l'inconnu. C'est ça. D'accord. Pour Sophie, c'est parfait. Mais pour son entreprise d'origine, soyons honnêtes, ça ressemble plus à un casse-tête. Le manager de Sophie voit sa meilleure assistante partir 1 an, tout en ayant l'obligation de garder son poste au chaud. Mhm. Où est le gain stratégique pour cette entreprise? Ça ressemble plus à une contrainte qu'un avantage, non? C'est la critique qui ressortait dans certains articles au lancement. C'est une objection légitime du point de vue d'un manager à court terme. Oui. Mais les documents de formation donnent des arguments plus stratégiques. Ils présentent ça comme un outil de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire? Mais il y a 2 scénarios. Si Sophie revient, elle ne revient pas la même. Elle a des compétences en gestion de projets numériques, une nouvelle vision. Elle peut devenir un atout différent. D'accord. Mais le cas le plus courant, c'est celui où elle ne revient pas. Et là, l'avantage, c'est de gérer un départ en douceur, sans conflit, sans démission surprise ou quiet quitting. L'entreprise a eu 1 an pour anticiper son remplacement. C'est une gestion des talents plus saine, plus prévisible. Voilà, c'est une manière de gérer les envies d'ailleurs au lieu de les subir en silence. Intéressant. Et pour la troisième partie, l'entreprise d'accueil, la start-up tech. Ah, pour elle, c'est une opportunité de recrutement unique. Elle accueille un profil comme Sophie, qui a déjà une expérience professionnelle solide, une culture d'entreprise. Ce n'est pas une débutante qui sort de l'école. Non. C'est une personne hyper motivée, car c'est son projet de vie, et qui se forme spécifiquement pour le poste. L'entreprise peut donc la tester et la former sur une période assez longue, ce qui limite, Le risque d'erreur de casting. qui coûte très cher. C'est une forme de pré-recrutement de luxe, en fait. Vu comme ça, l'équilibre semble plus plausible. Pour conclure, il y a une phrase dans le guide de formation, une sorte de résumé parfait que je trouve particulièrement percutante. Je pense voir de laquelle vous parlez. Avec le CDD de reconversion 2026, vous ne quittez pas votre job, vous le mettez sur pause. C'est ça. Vous allez apprendre votre nouveau métier, passer votre diplôme, et si ça ne va pas, votre bureau et votre salaire vous attendent dans votre ancienne boîte. C'est le changement de vie, sans le saut dans l'inconnu. C'est d'une clarté limpide. C'est une synthèse très efficace. Oui, Choisir son avenir professionnel de 2018. Mais il va plus loin. Il pousse à logique de sécurisation des parcours à son paroxysme. Ce qui est fondamental, et le rapport parlementaire le souligne, c'est qu'il tente de dissocier, peut-être pour la première fois aussi nettement en France, l'idée de changement de métier. de celle de précarité. Exactement. Il fait du changement une opportunité organisée, plutôt qu'un risque subi. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Si le risque de l'échec financier et professionnel est retiré de l'équation, est-ce que ça ne déplace pas la pression ailleurs? C'est une bonne question. Quelles sont les nouvelles barrières, peut-être plus subtiles, qui pourraient émerger? La loyauté envers l'employeur d'origine, la pression psychologique de devoir absolument réussir maintenant que tout est sécurisé. Ou, au contraire, est-ce que ce filet de sécurité va libérer une audace folle? L'envie de choisir des voies radicalement différentes parce que, justement, on a le droit de se tromper? La question reste ouverte.